Nous enchaînons directement sur notre plateau justement avec le panafricaniste Obabenga Kosso, Maître Tiburce Nebokolo et le docteur Bosco Ben Youssef. Maître Tiburce, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment ça va? Très, très bien. Obabenga Kosso, le panafricaniste, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok. J'espère pour vous aussi. Ça se passe bien? Très heureux d'être là. Dommage Haïti, que notre quelque frère chose soit encore à absent. dire? Oui, Haïti, bon, oui, ce qu'il faut encore dire, je rappelle que l'Union africaine reconnaît Haïti comme la 6e région du continent. Parce que nous avons l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est. Et malheureusement, l'Union africaine reste toujours sourde et aveugle face au drame que vit Haïti. Et c'est vraiment dommage. Et finalement, on pourrait donner raison à ceux qui pensent que c'est une coquille vide. Voilà, le nombre de morts a beaucoup augmenté. Il y a maintenant des milliers de morts. Il y a des blessés. Ce sont les gens qui ont besoin d'aide. Et si ce ne sont pas les États africains qui les aident, je ne vois pas qui va les aider. D'accord, merci beaucoup. Il fallait quand même passer ce petit mot pour Haïti. Et Maître Tiburce, je commence par vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de solutions. À l'heure de solutions, à l'heure de propositions. Tel que l'Afrique, tel que le monde évolue, tel que le monde avance avec une vitesse grand V, à une vitesse grand V, j'allais dire, qu'est-ce que l'Afrique propose au monde? Le monde occidental nous a offert les réseaux sociaux aujourd'hui. Le monde tourne autour de ça. Le monde occidental nous offre bien des choses, à tel point que nous sommes dépendants de leur science, de leur technologie, de leur intelligence. Qu'est-ce que l'Afrique peut proposer? Je m'adresse là au guide spirituel de l'ordre des Aïniens, l'homme qui a rencontré les extraterrestres noirs, qui parlent du travail, et rien que du travail. Mais qu'est-ce que vous proposez à l'Afrique? Merci beaucoup. Cette proposition-là, en fait des comptes, aujourd'hui, on peut dire, voilà ce qu'on propose, mais n'a pas de fondement. Il faut proposer quelque chose qui a de fondement. D'abord, pour construire une maison, il faut un soubassement bien fait et bien ficelé. Alors, pour le moment, dans l'ensemble des Africains, nous n'avions pas quelque chose à proposer comme tel. Mais ce que moi je propose, c'est d'abord la prise de conscience, la purification de mentalité. Parce que c'est ça qui nous rattrape. Hier, moi-même, hier, j'achète le carburant. Moi-même, je donne 10 000, j'ai besoin de 15 litres. On me dit, les 1000 francs qui restent, c'est pour le pourboire. Est-ce que ce genre de mentalité... C'est quelle station? Bon, on ne va pas dire les noms, mais c'est moi-même qui a vécu la scène. Quelle station? Moi, je vous pose la question. Non, on va pas... Bon, d'accord. Donc, vous parlez dans le vide. Allez. Je ne parle pas dans le vide, mais je dis les faits vrais, c'est moi-même qui a vécu ça hier, j'étais avec les gens. Donc, ce genre de mentalité-là, l'Afrique ne peut pas avancer. On crée des circonstances pour nuire encore envers nous-mêmes, puisque l'essence, il y en a, on peut vendre, mais on supprime la vente pour... Donc, nous proposons, il faut d'abord purifier les mentalités. Il y aura un changement sur les mentalités. Là, le noir va faire face à tout ce que nous avons comme problème. Nous avions étudié en Europe. Nous revenons avec les mêmes diplômes. Nous pouvons faire ce que les Blancs font. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire? Ce qui nous rattrape, c'est notre sale mentalité. Donc, la proposition de l'ordre des Aïniens, c'est la purification. D'abord, la partie spirituelle. Il faut purifier nos mentalités spirituellement. Et après, une fois qu'il y a un changement de mentalité, tout va aller bien. Alors, il y a eu des réactions sur votre proposition de purification. Il y a même votre ancien collègue, je ne sais pas si vous étiez ensemble déjà, ou il est venu après vous, votre ancien collègue de la PSV, du Kinoni, qui a réagi, qui a dit que ce que vous dites de la purification, en fait, vous ne comprenez pas ce que vous dites.
c'est que moi, je ne comprends pas de la purification. Oui, la purification dont vous parlez là, en fait, voilà. À tel point que même nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Bon, il fallait qu'il te propose c'est quoi la purification. Sinon que la purification n'est qu'un nettoyage des sales intentions, soit spirituelles ou physiques. C'est ça que nous allons appeler la purification, c'est débarrasser de quelque chose. D'accord. Alors, au Bambé Ngakoso, dernièrement, votre proposition, c'était qu'on axe que l'Afrique, ce que l'Afrique a donné, c'est beaucoup plus dans le domaine de la culture. Et pour vous, l'arme de l'Afrique dans ce combat ou sinon dans cette marche en avant de l'humanité, c'est la culture. C'est bien cela. Oh, c'est pas exactement cela. D'accord. J'avais Ah, préféré axer mon discours, enfin mon propos, pardon, sur la culture la dernière fois parce que j'ai dit que la culture, ça englobait tout, ça résumait tout. L'économie a un volet culturel. La politique a un volet culturel. La santé a un volet culturel. La culture, en fait, c'est le soubassement. C'est vraiment le soubassement. C'est-à-dire que la culture, c'est le commencement, c'est la fin. Pour parler comme les Grecs, l'alpha et l'oméga. Parce que c'est des mots qu'on aime utiliser sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Alors, il y a deux volets qu'il faut prendre. Vous avez l'Africain individuellement et vous avez l'Africain collectivement. Collectivement, nous n'existons pas. Il faut être clair. Quand les gens parlent dans le monde, l'Afrique n'existe pas. À la limite, quand vous allez aux États-Unis, je prends les grands centres de décision, vous parlez de l'Afrique, on va vous dire Nigeria, South Africa, Éthiopie et RDC. Voilà les 4 pays qui existent au Kenya. Le reste, là, je vous promets. Qui existe au Kenya. Pardon, qui existe aux États-Unis. Merci pour D'accord, le lapsus. rectificatif. Vous prenez le reste là, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, ça ne veut rien dire pour eux. Les États-Unis, c'est 50 États. Si vous prenez la Californie, vous l'extrayez des États-Unis, la Californie est la 5e puissance économique mondiale. Collectivement, nous n'existons pas. Nous n'avons pas voix au chapitre. Regardez, quand on parle de vaccins, les Africains disent quoi? Nous voulons des vaccins. Vous vous rendez compte? On est au XXIe siècle. L'Union africaine existe depuis 1963, même si ça a changé de nom. En 58 ans, les Africains disent « nous voulons des vaccins ». Les autres disent « vous n'avez pas à vouloir, vous devez acheter ». De temps en temps, ils font des gestes, ils font des dons, des vaccins dont on ne sait rien, dont on ne connaît rien. Collectivement, nous n'existons pas. Individuellement, nous avons des masses de talents extraordinaires dans tous les domaines. L'économie, la physique, la chimie. Allez dans le monde entier, dans les plus grands centres de recherche au monde, vous allez trouver des Africains qui brillent. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous devons proposer? Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne propose rien. Le continent, je dis bien... Vous, en tant qu'intellectuel, justement, je vous pose la question, qu'est-ce que l'Afrique l'Afrique peut proposer? Culture, oui, mais comment? Le problème, c'est de s'organiser. Seul, vous n'irez pas loin. Le fédéralisme, donc. Le fédéralisme, ça peut être avec deux ou trois. Je répète toujours ce que j'ai lu. Kwame Nkrumah et Lumumba avaient un projet. Ils avaient dit, dès que c'est possible, on fait les États-Unis d'Afrique à deux. À deux, ils étaient prêts à le faire. Prenez 2, 3, 4 pays africains qui vont fédérer, qui vont se fédérer. Je vous promets qu'ils pourront faire de belles et de grandes choses ensemble. Dans votre schéma, par exemple, lorsque vous dites 2 ou 3 pays africains, quels sont les noms qui viennent à votre esprit? En l'état actuel des choses, vu comment les choses évoluent, je ne peux pas mettre le Ghana de côté. Parce que la dynamique, d'abord il y a l'esprit Nkrumah qui est là-bas, la dynamique qui existe au Ghana est extraordinaire. Il est difficile de la retrouver sur le continent africain. Il y a le Nigeria. Parce que déjà, ils ont l'expérience du fédéralisme. Et sur le plan économique, ils font des progrès extraordinaires. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, il n'y a pas 50% de la population qui vit bien. OK, ça fait déjà 2 pays. L'Éthiopie aussi peut faire partie. Moi, je suis persuadé qu'avec ces 3 pays, il y en a d'autres, mais je ne vais citer que ces 3-là, l'expérience qu'ils ont, l'Éthiopie peut nous apporter quelque chose. Dans le domaine aérien, ils ont une compagnie aérienne qui a quel âge? C'est la plus ancienne compagnie aérienne sur le continent africain. Quel est l'Africain qui n'a jamais pris Ethiopian Airlines? Voilà quelque chose qu'ils peuvent nous apporter. Le Nigeria a l'expérience du fédéralisme. Ils peuvent dire aux autres, voici comment nous faisons avec notre monnaie, le Naira. Et vous allez remarquer que les 3 pays que je vous ai cités ont leur propre monnaie. Avec leurs problèmes, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Regardez le Ghana. À chaque fois qu'une élection se termine au Ghana, le lendemain, 2 jours après, on passe à autre chose. On n'a pas le temps à perdre. Nous avons un ancien président là-bas, Jerry Rawlings, qui se promenait sans garde du corps. Ces 3 pays peuvent se fédérer
proposer des choses ensemble parce qu'ils ont de grandes expériences. J'insiste, nous ne fions pas au fait que l'Éthiopie soit en guerre. C'est des choses malheureusement qui peuvent arriver. Même les pays les plus puissants, les États-Unis, on massacre des gens au quotidien dans les écoles, dans les lycées, dans les centres commerciaux, ainsi de suite. Mais si nous ne nous fédérons pas, je vous promets qu'individuellement, Barthélemy Boganda a appelé nos pays des poussières d'État. Poussières d'État. Le Congo, c'est 342 000 km², on ne peut pas peser. À l'échelle du continent, déjà, nos pays ne pèsent pas. Mais que voulez-vous qu'ils pèsent à l'échelle mondiale? D'accord, ok. Donc, voilà, non, il faut dire les choses telles J'ai qu'elles un sont. message ici, on me dit les téléspectateurs veulent que Maître Tibius précise là où il a acheté le carburant. Vous avez dit à combien? Il a dit ça à 1000 francs, voilà. Bon, je revenais vers vous tout à l'heure. Docteur Bosco Ben Youssef, l'animisme, c'est vrai, vous venez ici tous les jours, vous nous dites l'Afrique va se développer avec nos valeurs, avec ceci. Aujourd'hui, nous allons à une vitesse grand V. Le monde va vers la modernité. L'animisme aujourd'hui, c'est, on va dire, l'authenticité africaine, ce sont nos valeurs. Comment partir dans le modernisme? Comment s'arrimer à la marche en avant de l'histoire, sinon de l'humanité, avec l'animisme? Qu'est-ce que les animistes proposent? Ici, on a proposé la culture. Là-bas, on a proposé la purification. Mais vous proposez quoi? Bon, en fait, merci beaucoup pour la parole. Vous savez, nous sommes les Africains. La tradition africaine est un prolongement de certains faits vécus par nos ancêtres. Nos ancêtres ont eu certaines choses qu'elles ont dû accomplir sur notre continent de façon générale et dans certains pays de façon particulière. Par exemple, ils ont proposé, quelles sont Par ces valeurs? exemple, sur le prolongement de la mémoire, les contes. Du point de vue de l'enseignement, il faut remettre les contes et légendes qui encourageaient nos héros. N'oubliez pas que nous avons un problème de la mémoire collective. Notre histoire est très mal enseignée dans nos écoles. Elle est influencée par l'Occident, par exemple. Il faut commencer par enseigner nos légendes, nos histoires, tant vraies que fausses. Par là, il faut développer le secteur cinématographique. Par le cinéma, nous avons vu un Rambo avec son arme vaincre le Vietnam. Nous voyons ici à la télévision comment est-ce qu'un Mollah avec un Kalachnikov, soi-disant, a vaincu la plus grande armée. Et l'histoire perpétrée, c'est... Ça, c'est du point de vue historique, du point de vue cinématographique, du point de vue théâtral, les théâtres. Il faut remettre en place les secteurs d'activité tels que le théâtre, ainsi de suite. Il faut financer ces secteurs, c'est très important. Bon, du point de vue économique, pour aller un peu de façon simplifiée, du point de vue économique, il faut revoir les trois secteurs du développement d'un pays. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire, il nous faut investir dans l'agriculture. Je salue l'État congolais avec la mise en place des zones spéciales et la diversification économique. Il faut revoir les problèmes. Nous sommes un pays riche. L'agriculture, l'élevage, les animistes encourageaient les agriculteurs. Il est très difficile. Allez même dans le plateau chez moi, vous allez voir, quand on vous parle de l'arachide batéké, qui aujourd'hui est en déclin. Les Blancs qui ont exploité l'arachide batéké, qui ont exploité l'arachide sénégalaise, aujourd'hui ne veulent plus de ça. Ils tournent vers je ne sais pas si c'est l'huile d'olive ou l'huile du corsol ou quoi. Alors que nous pouvons aujourd'hui remettre en place l'arachide batéké, cultiver de l'arachide, fabriquer de l'huile chez nous-mêmes en permanence. Nous avons la pêche. Regardez, nous sommes dans un pays, par exemple chez nous au Congo, nous avons le fleuve. Mais le poisson d'eau douce coûte cher. Je suivais un élément, je crois en Centrafrique. On montrait comment est-ce que les Blancs devraient partir de
la France pour aller tourner un documentaire autour des chenilles, qu'on appelle couramment chez nous les binkélés. Pourquoi? Parce que ces chenilles contiennent du fer. Aujourd'hui, avec les OGM, les Blancs sont en perte de vitesse du point de vue de l'alimentation. Donc, il faut revenir en Afrique. C'est le moment de profiter, de soumettre ce marché. Par exemple, des chenilles. On peut mettre en place. Lorsque je fais le tour de table, j'épluche un peu tout ce qui a été dit. J'en sors que aujourd'hui, Obama Dakoso et Bosco Ben Youssef sont, on va dire, sur la même longueur d'onde. Vous parlez culture, mais je pense que le docteur Ben a essayé d'aller dans les détails. Aujourd'hui, il pose le problème du cinéma, du théâtre, de nos contes. Il parle du système éducatif. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas si je dirais bien la chose. Lorsqu'on regarde, par exemple, au Congo, mais sinon, ce n'est pas seulement le Congo, vous allez en Côte d'Ivoire. En fait, toute l'Afrique francophone aujourd'hui, le bouquet, c'est CanalSat, sinon Star Times. Et donc, le contenu cinématographique, le contenu qu'on nous propose n'est pas notre contenu. On nous vend une culture. C'est-à-dire on ne la vend même pas. On nous la vend, on nous impose une culture. Chaque mois, vous devez sortir 22 000, sinon 40 000 pour vous faire un abonnement, pour suivre Novelas, culture d'ailleurs, pour suivre la France, culture d'ailleurs. Et les enfants naissent avec ça. Et nos cinéastes, en réalité, aussi. Le théâtre, il est mort. Le docteur Bosco Ben Youssef l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que le théâtre, aujourd'hui en Afrique, nous propose? Dans le théâtre, aujourd'hui, on nous parle beaucoup plus d'homosexualité. Mais on prend l'histoire de l'Afrique récente, on ne parle pas de l'homosexualité. On nous parle de beaucoup de choses. Et je pense que le problème est là quand même. En tout cas, je suis très content que vous développez cette question parce que vous avez fait un développement. J'ai parlé du Nigeria tout à l'heure. C'est parce que je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Qui ne connaît pas Nollywood? C'est l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde. Les acteurs nigérians aujourd'hui n'ont pas besoin de s'exiler pour gagner leur vie. Vous avez l'Inde, vous avez le Nigeria. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de s'exiler, d'aller tenter leur chance aux États-Unis, en France ou en Angleterre pour gagner leur vie. Ils n'ont pas attendu que le Vatican décrète pour eux, que l'Arabie Saoudite décrète pour eux, que Jésus revienne au monde si jamais il a existé, ou que Mohamed décrète pour eux. Ils se sont pris en charge, ils se sont pris en main, et aujourd'hui, ils proposent un contenu qui est dynamique, qui est très intéressant. Donc, c'est pour vous dire que tout ça part d'abord et avant tout de la volonté politique. Tant qu'en Afrique, on va considérer la culture comme, même pas la 5e roue du carrosse, peut-être la 6e, la 7e ou la 8e, on sera éternellement consommateur des productions, des œuvres de l'esprit des autres, que ce soit sur le plan cinématographique, sur le plan théâtral. Le gamin que je fus un jour allait au théâtre. Mes parents m'amenaient au théâtre. Soni Laboutansi avait une troupe de théâtre. Il y avait des productions régulières. Emmanuel Bounzeki Dongala, qui est exilé aujourd'hui aux États-Unis, avait une troupe de théâtre. J'allais assister aux représentations de sa troupe. Matondo Kubutu, que je salue au passage et dont on me dit peut-être qu'il serait souffrant, avait une troupe de théâtre. Aujourd'hui, où trouve-t-on les troupes de théâtre? Il faut aller à Bakongo ou Makelekele. Le reste, 9 arrondissements de Brazzaville, nous n'en avons pas. Bon, au Congo, nous ne sommes pas le seul cas. Pourquoi? Pourtant, je peux vous dire que tous les jours, je corrige des textes de la poésie, je corrige du théâtre. Les gens écrivent, mais il n'y a pas de troupe. Donc, si vous ne voulez pas que votre culture soit écrasée, elle ne peut pas disparaître, une culture ne disparaît pas, mais qu'elle ne soit pas écrasée, qu'elle ne soit pas malmenée telle que la nôtre est malmenée, il faut vous reprendre en main, vous asseoir et vous dire, ils ont le droit, les 2 bouquets que vous avez cités, de venir frapper à notre porte, puisqu'on parle d'économie. Ils ont le droit de venir frapper à notre porte. Parce que nous-mêmes ne proposons rien, de toute façon. Mais la nature a horreur du vide. Une belle fille passe devant vous, vous dites, ah, elle est belle. Mais au fond de vous, vous l'aimez. Vous ne lui dites rien. Elle aussi, elle vous aime. Elle passe devant vous 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, quelqu'un d'autre prend, ah, ben moi, je suis arrivé en retard. Mais c'est trop tard. La nature a horreur du vide. Et là, c'est là où nous rejoignons la position, sinon la proposition de M. Tiburce qui parle du logiciel mental. Tout ça, ça reste dans ce sous-bassement culturel.
le logiciel mental. Et vous parlez autrefois aussi de la valeur travail au niveau de l'ODA. Oui, effectivement, nous disons l'homme noir doit beaucoup travailler physiquement pour transformer son environnement, car vous pouvez prier jusqu'à tant que vous n'avez pas tenu le balai pour balayer votre parcelle restera sale. Le noir souffre d'un problème d'abord, le problème de complexe. Moi, ce que je sais, tout ce qui peut rapporter de l'argent à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc l'homme doit travailler, il doit travailler dur pour transformer notre environnement. Il s'avère que vous pouvez vivre dans un environnement où là où tu es, là, il y a un mar d'eau. Mais c'est simple, tu peux creuser un petit trou chez toi, tu mets la terre dans ce mar d'eau qui se forme là, et puis ça se ferme. Mais tu vas attendre jusqu'à ce que ça se dégrade pour occuper toute la ruelle pour dire que l'État ne travaille pas. Mais toi aussi, si tu as... Effectivement, on vous enseigne seulement d'aller au ciel et tout ça là pour aller dormir. Ah non, dans notre démarche de la prise de conscience que nous sommes en train de faire, tant que le noir va toujours croire que la fin du monde est proche et que nous allons partir au ciel, je peux abandonner le reste des choses à bientôt, l'enlèvement va arriver, nous allons partir au ciel. Nous allons sombrer dans la misère que... Tout est vanité, hein, c'est la belle formule. On dit tout est vanité. Mais ça va rester. L'Europe ne dira pas que tout est vanité parce qu'aujourd'hui, se modernise de plus en plus. Et si nous aussi, on nous dit ça, est-ce qu'eux disent ça, que tout est vanité? Alors, la notion, la valeur travail chez les peuples d'Afrique, sur le continent, que ce soit au Congo, que ce soit en RDC, que ce soit au Burkina Faso, en fait, dans tous ces pays africains, on a l'impression que pour les peuples de ces pays-là, pour les Africains, le travail, c'est être à la fonction publique. Le travail, c'est être dans un bureau. Voilà, le travail, c'est côtoyer les hommes politiques. Le travail, c'est... Effectivement. Peut-être que c'est le problème. Enfin, oui, allez-y. vous savez, moi je suis au ministère du Travail, de la Sécurité sociale, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Marx est plus que clair là-dessus. Le travail transforme l'homme. Mais le colon a fait de l'Africain le simple prolétaire qui ne va pas tirer profit de son travail, du fruit de son travail. C'est l'administration coloniale qui nous a infligé cette façon caricaturale de voir le travail, tel qu'a souligné Maître Tiburce ici, que je salue en passant, que, effectivement, on préfère fumer l'opium du peuple pour attendre notre salut de l'autre côté. Ne l'oubliez pas, en passant entre guillemets, les animistes prônent le salut terrestre. C'est-à-dire l'homme doit avoir le travail, doit avoir une femme, une maison, les enfants, un moyen de transport. La dézombification. La dézombification. D'accord. Mais l'Église, la chrétienté, l'islamisation et l'arabisation de l'Afrique a détruit ces notions. Les colons arabes, les colons chrétiens ont empêché à la mémoire africaine de sentir exactement la valeur du travail. Prenez par exemple, en RDC de l'autre côté, lorsque les Blancs, les Belges arrivent, ils vous font couper le caoutchouc, que tu commences à couper le caoutchouc du matin jusqu'au soir, tu n'as pas la rémunération de tes efforts. Tu rentres à la maison. Et les enfants que toi, tu vas mettre au monde, tu vas les conseiller quoi? Que si ton patron t'embauche, en contrepartie, tu dois lui demander le salaire. Non. Nous sommes nés avec cet esprit. Voilà pourquoi nous évoluons beaucoup plus dans la paresse. Pour nous, nous préférons là où on nous fait souffrir. Mais nous travaillons là où quelqu'un est licencié par un Chinois. Nous avons suivi en RDC comment est-ce que les frais de l'autre côté, un peu élevés, lynche. Bon, enfin, ce n'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a le tribunal du travail. Si on ne vous paye pas, il faut aller porter plainte. Mais ils vont quand même peut-être frapper les Indiens, ainsi de suite. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Le noir n'a pas la notion du salaire. Moi, je ne juge pas. Le noir n'a pas la notion du salaire. Nous préférons aller à l'État, là où tu as un salaire minable. Je prends un exemple, que d'aller travailler les champs. Voilà pourquoi j'ai parlé ici de 3 secteurs d'activité, même aller faire la pêche. Allez ici demander la main à une femme. Si vous êtes pêcheur, est-ce qu'on va vous accepter? 0.
Mais si vous êtes, par exemple, un sergent, un colonel, un capitaine, on va vite vous accepter, alors qu'en contrepartie, un agriculteur... Même un combattant. Un combattant. Réaction de Oui. Obama Kosso, Non, mais juste après. voilà, vraiment, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on diversifie le débat. Peut-être parce qu'il n'y a pas de pasteur ici. Oh, il est là en esprit. J'ai prié pour lui, il est là en esprit. Union de prière. Vous savez, en 1976, le Nigeria est dirigé par le colonel Murtala Mohamed, qui va être victime d'un coup d'État. Les insurgés ont voulu prendre le pouvoir, ils vont échouer. Parce que le lieutenant-colonel Olusegun Obasanjo, chef d'état-major, à la tête d'une armée très brillante, très dynamique. Je rappelle que cette armée avait vaincu la France lors de la guerre du Biafra, 67-70. A repris les choses en main. Mais il a dit ceci, je suis un soldat. Je ne suis pas un homme politique. Ne comptez pas sur moi pour gérer ce pays. Je fais une transition et je m'en vais. Ouais. En 1979, il a remis le pouvoir aux civils. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti chez lui faire l'agriculture et l'élevage. Dans les années 90, en 93, lorsque Sani Abacha fait un coup d'État, interrompt le processus démocratique, il met Olusegun Obasanjo en prison. Et quand Olusegun Obasanjo sort, il est élu président de la République, il fait 2 mandats. 99-2003, 2003-2007. Il repart chez lui. Cet homme a 84 ans aujourd'hui et c'est l'un des Africains les plus fortunés grâce à l'élevage, grâce à l'agriculture. Ce que M. Bosco Ben vient de dire est très capital. Quand on dit à quelqu'un de travailler, mais il faut tout lui dire. Il ne faut pas seulement dire travaille. Il ne faut pas seulement lui dire va travailler. Le travail, vous savez, à la base, je sais que je vais faire rire les gens, mais ça vient du latin tripalium. C'est un instrument de torture. C'est ça la base, la signification du mot travail. Donc, quel que soit le mot qu'on utilise, stylo, téléphone, papier, s'il n'y a pas de contenu, on est dans le flou. Pourquoi aujourd'hui les gens aiment le confort de la fonction publique, même quand le salaire est minable? Il y a beaucoup d'avantages. On peut arriver à l'heure que l'on veut, on peut partir à l'heure que l'on veut, et on n'est pas obligé de rendre compte. Virer quelqu'un de la fonction publique est très difficile. Et quand on quitte le boulot à 11 h, après y être arrivé à 10h45, on a le temps d'aller s'occuper de sa boutique, on a le temps d'aller s'occuper de son magasin, on a le temps d'aller gérer son église, parce que l'église rapporte de l'argent. Je suis pasteur et fonctionnaire. À la fonction publique, j'ai 250 000, peut-être 300 000 au maximum après 40 ans de carrière. Par contre, à l'église, l'église me paye un loyer, l'église me paye une voiture, etc., etc. Pourquoi voulez-vous que ce genre d'individu ait la culture du travail? Par contre, la maman, à Lekana, à Etoro, à Ekwasende, à Ngoma Tsetse, qui sait qu'elle doit aller au champ tous les jours, elle ne rigole pas. Le soleil la trouve au champ. Ce n'est pas elle qui va trouver le soleil au champ, mais le soleil va la trouver au champ. Parce qu'elle sait qu'avec ça, elle va nourrir ses enfants. Combien de nos papas, combien de nos grands frères, je me mets de côté parce que je suis citadin, combien ont été élevés par des mamans veuves qui ont eu 3-4 enfants, mais qui ont formé des licenciés, qui ont créé des maîtrisards, qui ont créé des docteurs, rien que grâce au travail de la terre, mais avec une certaine rigueur. Vous verrez justement que l'agriculteur mettra plus de rigueur dans son travail. Vous verrez que certains cordonniers, pas tous, mettront plus de rigueur dans leur travail que celui qui va dans un bureau, même dans une boîte privée. En fait, il faut recontextualiser les choses. Il faut réexpliquer. Le travail. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que le travail. Que dans le monde d'aujourd'hui, si vous êtes debout devant chez vous, faites l'expérience. 4 heures devant chez vous, vous allez avoir combien d'argent? 4 heures couché dans votre chambre, vous allez avoir combien d'argent? Par contre, celui qui crée, celui qui innove, celui qui initie, celui qui va dans un bureau produire un travail comme consultant, etc., etc., à la fin de la semaine ou à la fin du mois aura de l'argent, il pourra faire la répartition. Maître Tiburce voulait réagir merci beaucoup. Moi, ce que je veux dire seulement, je reviens encore sur la prise de conscience. Le noir, tout ce qu'il fait, il n'apporte pas de la matière grise. Il n'apporte pas de l'innovation. C'est-à-dire que je suis cordonnier, je le fais tel qu'on me l'a appris. Je ne veux pas réfléchir pour apporter un plus sur ce que moi j'ai appris. C'est ça notre problème. Alors, donc, tant que le noir va toujours demeurer dans cet état-là, tu vois, quelqu'un qui pense faire les champs, peut-être par rapport aux moyens, par rapport à son efficacité, il peut te faire une parcelle de 20 mètres carrés où il te dit que moi je fais les champs. Mais le rendement que ça va te donner, pour attendre une année, tu ne peux pas t'en sortir. Alors que si tu pouvais forcer le corps pendant que ça te permet de travailler au moins 2, 3, 4, 5 hectares pour une année, et chaque année tu le multiplies,
En 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça te fait un plus. Alors le noir, sa vision, c'est limite à la limite de ses pensées. C'est-à-dire que j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin. Il ne pense pas et il ne calcule pas. Peut-être que nous avions perdu nos valeurs, oui, je le crois, parce que quand tu repars dans le temps, il y a eu des grands commerçants qui ont commencé parce qu'il a fait un champ des aubergines, il a vendu, il a trouvé des moyens, il a acheté des... Donc, il te démontre par l'agriculture comment il s'est retrouvé. Mais aujourd'hui, quand tu veux insulter quelqu'un, dis-le va faire l'agriculture. Malgré les encouragements qu'on propose, quand tu veux insulter quelqu'un, propose-lui faire l'agriculture. Alors là, tu ne veux pas de lui. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef aussi nous disait que si un cordonnier allait demander la main, peut-être de la fille de Bamenga Kosto, il dira non. Pas le cordonnier. Pas de dot chez moi. Chez moi, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. Non. D'accord. Celui qui veut épouser ma fille, il m'apporte des noix de cola et des vins de palme. Sous ce thème, nous allons développer beaucoup d'aspects. Je pense qu'on arrivera aussi à la dot. Oui, il faut qu'on y arrive. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Mais je retiens en fait que de tout ce que vous avez dit, politiquement, économiquement, scientifiquement, s'il faut aller dans le détail comme ça, la clé de la réussite, la clé de la renaissance, le docteur Ben parlait tout à l'heure du retour à l'authenticité, du retour à nos valeurs, c'est en fait, ce sont les valeurs socio-culturelles, c'est ce que l'Afrique en fait peut proposer. Je pense que c'est ça. Si nous avons régné pendant plusieurs siècles, 30 siècles sur le monde, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y avait des valeurs culturelles, scientifiques. Imhotep, aujourd'hui, beaucoup de gens appellent leurs enfants Imhotep. Imhotep, c'est le premier des médecins, ce n'est pas Hippocrate. Voilà, donc nous avons eu à tout proposer à travers le monde. Nous avons chuté, nous avons des choses à revoir, nous avons des choses à corriger, mais nous avons tout. Mais il faut de la volonté politique. Il faut restructurer les choses. Oui, Togo, Bénin seul, on ne pourra pas, il faut faire l'État fédéral. J'invite ici donc Rufin Kinanga ou Chesney Goma. Ce sont des étoiles, des étoiles de notre pays dans le domaine de l'agriculture. Je pense que le mot d'ordre a été lancé dans ce pays sur l'agriculture, mais ce sont des jeunes qui s'illustrent bien dans ce domaine. Voilà, je pense qu'ils pourront nous rejoindre, l'un d'eux pourra nous rejoindre sur ce plateau. J'avais Ugondaï aussi, actuel commissaire du FESPAM, mais aussi Studio 210, lors des prix Studio 210, il avait été reconnu l'homme culturel de l'année en 2019, je pense. Voilà. Nous l'attendons aussi sur ce plateau et certainement le docteur, le pasteur Baran nous rejoindra, sinon l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes pour que nous continuons avec ce plateau intitulé l'Afrique aujourd'hui entre tradition et modernité. Je salue ici Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Didier Moyongo, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala. Je salue le directeur général de la télévision nationale congolaise qui me suit en ce moment depuis le 4e étage. Et je salue l'homme qu'on appelle Guy Wallace.